J'ai à mes côtés Madame Grange, maître de conférence à l'université Jean Monnet, qui va maintenant nous parler de l'influence des personnes privées sur l'élaboration des normes sanitaires internationales. Je lui donne la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie également les organisateurs. Alors, je ne fais pas plus longuement compte tenu du temps imparti, mais en tout cas, je vous remercie. La norme sanitaire relève de la protection de la santé publique, domaine régalien par excellence. Pourtant, cela a été dit, il existe peu de règles internationales contraignantes en la matière. Pourquoi? Alors, les raisons sont diverses et tiennent principalement à la place occupée par les personnes privées en santé, que ce soit pour les avancées médicales, pour les soins ou les marchés économiques. Dès lors, le droit de la santé ne peut qu'être le fruit d'une collaboration entre décideurs publics et personnes privées, quand bien même leurs préoccupations sont différentes. Il faut trouver un équilibre entre ces intérêts, une sorte de pacte social pour la santé publique. Cela m'amène au champ du sujet attribué. Spontanément, nous songeons au lobby pharmaceutique rôdant dans les couloirs à Bruxelles. Pourtant, ce serait très réducteur. Les personnes privées peuvent être usagers, ONG, associations de consommateurs ou groupes d'intérêt. La norme, on vient de le voir encore une fois, peut être du droit dur ou du droit mou. Sa nature sanitaire recouvre le médical, mais aussi l'alimentaire, l'environnemental, le vétérinaire. Cette norme internationale, cela a été rappelé également tout à l'heure, peut être produite par des OI, mais aussi par des ONG ou des associations professionnelles. Enfin, l'influence peut inclure le blocage, le plébiscite ou l'orientation des normes, et ce, à tous les stades du processus normatif. De l'observation de cette pratique, il ressort que ce sujet permet de réinterroger la place des personnes privées comme sujet de droit international. Alors, non pas seulement comme bénéficiaires de normes, mais bien comme producteurs de normes, ici, la norme sanitaire internationale. Afin d'alimenter cette réflexion, il apparaît en premier lieu que les personnes privées participent activement à l'élaboration de la norme sanitaire par les décideurs publics. Dans certains domaines, leur rôle va au-delà. Cela conduit en second lieu à se demander si cette influence des personnes privées ne tendrait pas vers un substitut de l'État dans le processus normatif. Une participation active donc à l'élaboration de la norme. C'est bien aux décideurs publics de créer la norme sanitaire, sauf que cela requiert une expertise dont ils n'ont pas le monopole. Les acteurs privés ont donc un rôle à jouer. Leur participation peut, d'une part, être négative et empêcher l'adoption d'une norme. Elle peut, d'autre part, être positive et permettre de construire une norme de qualité. C'est pourquoi cette démarche s'inscrit désormais dans un partenariat institutionnel de production normative. Il peut donc s'agir d'une force d'empêchement considérable. Le phénomène est bien connu, le meilleur moyen pour ne pas subir une norme, c'est encore d'empêcher son adoption. Et les lobbies le savent bien. Un cas illustre cette influence négative, et il en a déjà été question à plusieurs reprises depuis le début de cet après-midi, c'est celui de la lutte contre le tabagisme. Une enquête a révélé les actions de l'industrie du tabac pour empêcher l'OMS d'agir. C'est d'ailleurs aujourd'hui la journée mondiale contre le tabac. Outre les procédés communs comme placer un consultant au sein de l'OMS ou financer des articles scientifiques, ils ont convaincu des pays en développement que l'objectif était de les priver de cette matière première cruciale pour leur développement. Par ailleurs, ils ont élaboré des tactiques pour nuire au message de l'OMS. Formation de journalistes pour poser des questions embarrassantes en conférence de presse, organisation de campagnes concurrentes, par exemple pour la prévention du sida, afin d'inciter à revoir les priorités, ou encore organisation d'un match de foot le jour où l'ancien président Carter devait intervenir contre le tabac. Ce rapport est stupéfiant. Il révèle pourtant des pratiques bien réelles. Cette affaire a eu le mérite d'inciter à repenser les relations avec les acteurs privés, et les acteurs spécialement de la santé. Heureusement,
l'influence des personnes privées peut être positive et constituer un partenariat institutionnel de production normative. D'une part, en encadrant ces relations, d'autre part, en confiant un rôle aux personnes privées. L'encadrement des relations est en partie une conséquence de cette affaire du tabac. L'OMS dispose depuis 2016 d'un cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques et d'un registre. Dans une approche gagnant-gagnant, le collaborateur officiel accède aux réunions des organes directeurs à condition de présenter un plan avec ses activités et le budget alloué. Désormais, aucune collaboration n'est possible avec l'industrie du tabac et celle de l'armement, et on comprend bien pourquoi. Ce nouveau cadre dessine les contours d'une collaboration indispensable pour la santé mondiale, mais ô combien source de préoccupation. L'OMS n'est pas la seule à assainir ses relations avec les personnes privées. L'Union européenne a créé un registre de transparence sur une logique assez similaire. Il en ressort que l'item santé publique est officiellement un intérêt poursuivi par plus de 3500 groupes d'intérêts. L'industrie pharmaceutique déclare ainsi dépenser 40 millions d'euros pour son lobby auprès des institutions européennes. Cette collaboration privilégiée doit être fructueuse, mais transparente. Alors, il n'est pas certain pour autant que cela rassure. La participation active se réalise d'autre part par un rôle reconnu dans l'élaboration de la norme. Il peut s'agir d'une consultation organisée, consultation des experts scientifiques dans la préparation de la norme, comme c'est le cas au sein de l'OIE, ou alors d'une consultation publique réalisée sur des sites internet. Le rôle des personnes privées peut être encore plus influent par une contribution directe à la rédaction de la norme. C'est le cas au Codex Alimentarius, par la concertation au sein des États membres. Dans le cas français, le point de contact anime un réseau de professionnels, d'experts et d'associations de consommateurs. Il participe aux réunions avant chaque comité Codex et travaille sur les documents préparatoires officiels. Alors cette implication est précieuse, mais elle soulève des questions éthiques. La participation est encore plus directe lorsque les personnes privées rédigent elles-mêmes le projet de norme, alors de façon officielle. C'est le cas au sein de l'OIE, où tout projet de texte est rédigé par un groupe d'experts ad hoc, composé d'industriels ou d'ONG. La Commission européenne, quant à elle, peut soutenir la rédaction de normes directement par les personnes privées. Ainsi, elle a récemment encouragé l'élaboration d'un code de conduite sur les applications mobiles de santé. Alors, soucieux de répondre à ces attentes, un groupe d'industriels s'est attelé à la rédaction de ce code, parmi lesquels on compte Apple, Google ou encore Microsoft. Ce texte a ensuite été soumis au Comité européen de la protection des données, qui pourra lui donner une autorité réelle au sein de l'Union européenne. Alors, sans pouvoir parler de démocratie sanitaire, la participation des personnes privées est institutionnalisée et leur influence assumée. Même si elles n'adoptent pas la norme, cela favorise son efficacité par sa diffusion et son appropriation par les destinataires. Dans certains secteurs, cette influence va bien plus loin. C'est pourquoi, dans une seconde partie, nous traiterons de la tendance vers un substitut de l'État dans le processus normatif. Dans certains secteurs, l'activité normative est délaissée par les décideurs publics. La pratique révèle une autorégulation des activités professionnelles et, en certaines situations, un endurcissement de ces normes volontaires. Ces deux aspects permettent de s'interroger sur un éventuel transfert du pouvoir normatif des États aux personnes privées. Voyons d'abord l'autorégulation des activités professionnelles. Il faut ici distinguer selon les personnes privées. La normalisation d'abord par les associations professionnelles. Alors elles sont actives dans tous les corps de métiers sanitaires, vétérinaires, médecins, pharmaciens, etc. Beaucoup produisent des normes d'éthique ou de déontologie, comme l'Association médicale mondiale, qui par exemple actualise régulièrement le serment d'Hippocrate. Pour sa part,
la Fédération internationale de l'industrie du médicament a élaboré un code de bonne pratique pour la distribution des produits. Elle a même prévu un système de plainte. Et elle a par ailleurs créé un réseau pour harmoniser les exigences pharmaceutiques en Afrique. Alors l'intérêt commercial d'une production de médicaments à grande échelle est évident. Mais si cela peut contribuer à l'accès aux médicaments innovants, ce serait salutaire. À présent, la normalisation par les ONG. Nous songeons ici à la normalisation technique et donc à l'ISO. Cette organisation produit plus de 1300 normes sanitaires, que ce soit pour la médecine bucco-dentaire, les instruments chirurgicaux, la médecine chinoise et beaucoup d'autres domaines. Ces normes ISO contribuent à la qualité des soins, mais c'est une heureuse conséquence du processus qui est avant tout destiné à vendre des normes. Alors, ce processus repose essentiellement sur les personnes privées. L'ISO, c'est un réseau d'organismes nationaux, la plupart étant des organisations privées. Pour la France, c'est l'AFNOR, qui est une association loi 1901. La norme produite in fine est le produit d'un consensus, d'abord au sein de chaque organisme national, entre les participants, c'est-à-dire les industriels, les associations ou les simples citoyens, et ensuite au sein du comité technique ISO. Alors, une étude souligne la difficulté pour les associations non professionnelles pour participer à ce processus. Il en résulterait un déficit démocratique, mais il faut bien avoir conscience que leur participation peut être instrumentalisée pour vendre ensuite ces normes sur le marché mondial. Au-delà du cas ISO, les démarches pour harmoniser les normes volontaires sont plébiscitées par les professionnels. Cela permet d'élever les exigences du marché et d'éliminer la concurrence. L'objectif est également d'éviter l'adoption de normes plus contraignantes dont le besoin se fera moins sentir. Le processus est également encouragé par les décideurs publics. Ces matières techniques sont ainsi normées efficacement sans qu'ils aient à investir le processus normatif. C'est en ce sens qu'il faut s'interroger sur un éventuel transfert de ce pouvoir normatif des décideurs publics vers les personnes privées. Il pourrait s'opérer un transfert de responsabilité de l'État vers la communauté scientifique et industrielle. Étant elle-même à l'origine des règles qu'elle doit respecter, une éventuelle défaillance pourrait plus difficilement être imputable à l'État. L'instrumentalisation de cette autorégulation est accrue lorsque ces normes sont, en certaines circonstances, endurcies. Deux illustrations sont instructives à cet égard. Tout d'abord, ces normes volontaires peuvent devenir la réglementation applicable dans les États. C'est souvent le cas de ces normes ISO ou ces normes Codex. Les autorités sont satisfaites de récupérer ainsi des réglementations consensuelles et adaptées aux exigences du marché. Nous pouvons souligner le rôle de l'ICH. C'est une association de droit suisse qui réunit des industriels et des autorités réglementaires de l'Union européenne, des États-Unis et du Japon. Des directives sont élaborées pour harmoniser l'enregistrement des produits pharmaceutiques. L'Agence européenne du médicament, par exemple, applique ces directives et en vérifie le respect lors de la procédure d'autorisation de mise sur le marché. En elles-mêmes, ces normes ne sont pas obligatoires, mais leur application au sein du territoire de l'Union européenne est exigée pour que le produit puisse être commercialisé. La substitution aux décideurs publics paraît encore plus forte dans la phase de l'exécution, lorsque ces normes volontaires deviennent des références dans le contentieux interétatique. Nous songeons ici à l'OMC. Il faut rappeler que les accords OCT et SPS renvoient expressément à la normalisation internationale pour leur application. Ces normes ne deviennent pas obligatoires, mais leur respect entraîne une présomption de conformité. Il s'agit d'une incorporation par référence qui consacre une autorité supplémentaire à ces instruments. L'ORD va en ce sens, notamment dans l'affaire du bœuf aux hormones. Si bien que ces organismes de normalisation insistent sur la fonction sécurisante de leurs normes pour préserver les intérêts des États. Et les États redécouvrent l'enjeu de leur présence dans ces organismes pour élaborer ces futurs étalons de leur responsabilité.
Alors, que la prévisibilité juridique soit offerte par des normes non contraignantes bouscule les raisonnements habituels. La frontière entre droit et non-droit en ressort encore plus floue qu'elle ne l'était. Pour conclure, à travers ce panorama, les personnes privées se comportent telles des aiguilleurs de normativité. Entre lanceurs d'alerte, rédacteurs et vigies, elles sont de véritables acteurs institutionnels de la norme sanitaire. Alors, cela alimente le débat sur la place des personnes privées dans le droit international. En ce domaine, tout au moins, il ne peut être nié qu'elles sont les partenaires d'une coproduction normative. Ce qui a été dit de la normalisation technique montre même que le respect volontaire de ces normes non obligatoires et produites par des personnes privées garantirait l'impossibilité d'engager la responsabilité des États. Cela a de quoi surprendre. Il ne faut cependant pas perdre l'équilibre nécessaire, car le domaine de la santé ne peut être géré seulement comme un marché, comme certains peuvent le prétendre. Selon nous, il doit demeurer une préoccupation majeure des décideurs publics. Les personnes privées jouent un rôle positif, mais la substitution normative doit rester en deçà de limites acceptables, sous peine de ne plus bénéficier à la protection de la santé, ce qui doit bien rester le principal objectif. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Je dois vous révéler qu'avant de commencer, Madame Grange m'avait prévenu confidentiellement qu'elle parlerait sans doute non pas 15, mais 16 minutes. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Voilà un esprit d'une grande précision. Et je dois dire qu'on a retrouvé, j'ai retrouvé ces qualités de précision et de clarté dans le contenu même de sa présentation, ce dont je la remercie infiniment.